À l'été 1939, avant que le grondement de la guerre n'ait bouleversé l'Europe, Joseph Goebbels se tenait sur une grande scène à Berlin. Les projecteurs faisaient briller les croix gammées, la foule rugissait et sa voix, claire et autoritaire, résonnait dans les haut-parleurs à travers toute la ville. Chaque mot était soigneusement choisi, chaque geste mesuré. Voici le maître d'un nouveau type de pouvoir, le pouvoir de remodeler la réalité elle-même, d'insuffler mensonges, peur et espoir dans le cœur de millions de personnes. Goebbels croyait que la propagande n'était pas seulement un outil, c'était le fondement du contrôle. Une déclaration célèbre qui lui est attribuée, bien qu'elle n'ait pas de source certaine, dit, je cite, « Si vous racontez un mensonge assez gros et que vous le répétez sans cesse, les gens finiront par le croire. Le mensonge ne peut être maintenu que tant que l'État peut protéger le peuple des conséquences politiques, économiques et ou militaires du mensonge. » Il devient donc d'une importance vitale pour l'État d'utiliser tous ses pouvoirs pour réprimer la dissidence. Car la vérité est l'ennemi mortel du mensonge et, par extension, la vérité est le plus grand ennemi de l'État. Fin de citation. Qu'il ait réellement prononcé ou écrit ces mots, l'idée saisit quelque chose d'essentiel. La volonté du régime nazi de dissoudre la vérité à son service et de faire de la tromperie un rituel, un spectacle et une croyance. Il contrôlait les ondes radio, orchestrait des rassemblements, façonnait la culture et le divertissement. Ce faisant, il a transformé la propagande en une architecture immersive. Les discours, les affiches, les chansons et les images, tout renforçait une seule vision du monde. Hitler comme sauveur, les Juifs comme ennemis, l'Allemagne assiégée et juste. Goebbels comprenait que le pouvoir ne réside pas seulement dans la force, mais aussi dans ce que les gens finissent de par croire et dans la façon dont ils en viennent à se percevoir eux-mêmes. Voilà donc la voix qu'ils entendèrent, inébranlable, séduisante et terrifiante. Car sous le son se trouvait la discipline, et sous la discipline, la peur. Une peur non pas exprimée ouvertement, mais absorbée. En 1939, beaucoup de gens en Allemagne ne voyaient aucune différence entre la vérité et la vérité. Comme l'a raconté Goebbels, c'est ainsi que la propagande devient la réalité. Bienvenue dans Guerre du Monde. Né le 29 octobre 1897, Joseph Goebbels a grandi à Wright, une modeste ville industrielle sur le Bas-Rhin près de Düsseldorf. Sa famille était catholique. Son père, Fritz Goebbels, travaillait comme employé dans une usine de Wick et sa mère, Katharina Odenhausen, était issue d'une famille d'ouvriers agricoles. Il était l'un de plusieurs enfants. Ses sœurs cadettes, Maria et Elisabeth, et ses frères aînés, Konrad et Hans, une autre sœur aînée étant décédée en bas âge avant sa naissance. Dès ses premières années, sa santé était fragile. Il souffrait de fréquentes inflammations pulmonaires. Et dès son enfance, il développa une déformation au pied droit qui était tourné vers l'intérieur et était plus court et plus épais que le gauche. C'était ce qu'on appelle souvent un pied-botte, qui est souvent la conséquence d'infections ou de maladies osseuses. Après des tentatives pour le corriger, y compris un traitement dans une clinique universitaire à Bonn, il resta avec un pied droit définitivement boiteux. Ce handicap physique l'empêchait de jouer aussi librement que les autres enfants. Il fut privé de nombreux jeux et sorties en plein air et commença à connaître une certaine forme d'isolement social. Comme l'a écrit Goebbels lui-même, je cite, « Ma jeunesse, à partir de ce moment-là, a été assez gâchée. J'ai dû me débrouiller seul. Je ne pouvais plus jouer avec les autres, je suis devenu solitaire. » Un solitaire. Fin de citation.
Il a commencé l'école primaire vers 1904 à Wright. Il se rappelait des instituteurs sévères. Dans ses mémoires, il évoque un instituteur, Énès, qu'il traite de chien menteur, et un autre, Ilgas, qu'il qualifie de vaurien et de porc. Et il parle même du bâton avec les marques sur son dos que sa mère a découvertes. Même ainsi, malgré les difficultés, Goebbels était précoce, indépendant d'esprit, têtu et souvent fier. Au fur et à mesure de ses progrès, il a fréquenté le lycée à Wright, bien que, selon ses propres dires, il était parfois paresseux et léthargique. Il montrait des aptitudes pour les langues, en particulier le grec et le latin, ainsi que pour les études religieuses et l'histoire. Ses parents avaient espéré qu'il deviendrait prêtre, son éducation religieuse ayant profondément façonné sa vision du monde dans sa jeunesse. Mais à l'université, ses centres d'intérêt se tournaient davantage vers la littérature. En 1917, il a terminé son abitur, l'équivalent du baccalauréat ou d'un examen d'entrée à l'université, se classant parmi les meilleurs de sa promotion. Il a même eu l'honneur traditionnel de prononcer un discours lors de la cérémonie de remise des diplômes. Ensuite vinrent les universités de Bonn, Würzburg, Fribourg, Munich, avant finalement Heidelberg. À Heidelberg, en 1921, il a obtenu son doctorat en philologie et littérature allemande avec une thèse sur Wilhelm von Schütz, un dramaturge romantique mineur du XIXe siècle. Même avant et pendant ses études, il nourrissait des ambitions littéraires. Il écrivait des essais, de la poésie, du théâtre et de la fiction. Et dès l'âge de 12 ans environ, il tenait un journal intime. Il voyait dans la littérature un moyen d'exprimer son mécontentement face à ce qu'il percevait comme le déclin de la culture allemande. Le matérialisme est ce qu'il considérait comme une absence de style ou de valeurs éternelles. Après avoir obtenu son doctorat, il a essayé de gagner sa vie en donnant des cours particuliers et en soumettant des articles à des journaux locaux. Mais les revenus financiers s'étaient à maigre, les refus fréquents et le succès difficile à atteindre. Ses premières années, ses problèmes de santé, sa difformité physique, un foyer catholique strict mais aimant, ses promesses intellectuelles et ses échecs précoces ont jeté les bases de la personne qu'il allait devenir. Fièrement fier, profondément conscient de devoir compenser ses faiblesses perçues. Fasciné par le symbolisme, le drame, la souffrance et le pouvoir des mots, sa solitude l'a poussé à lire, à l'introspection, à écrire des journaux intimes et des versions romancées de lui-même. C'est durant ces années formatrices et cette éducation isolée que l'on commence à voir germer les graines du maître propagandiste. Après la Grande Guerre, l'Allemagne était en ruine. L'effondrement du gouvernement impérial, les conditions sévères du traité de Versailles, l'inflation galopante et l'instabilité politique, tout cela a laissé de nombreux jeunes Allemands désorientés et en colère. Jeune, Joseph Goebbels, rejeté du service militaire pendant la Première Guerre mondiale à cause de sa difformité, a vivement ressenti cette perte de statut. Fraîchement diplômé d'un doctorat en 1922, il nourrissait depuis longtemps des rancœurs. Le sentiment de trahison à Versailles, le chaos de la République de Weimar. Et, par-dessus tout, l'échec qu'il percevait dans la société allemande. L'urbanisation, le matérialisme et la perte de ce qu'il considérait comme une culture authentique. Il a commencé à fréquenter les milieux nationalistes, le climat de désespoir rendant les idées radicales d'autant plus attrayantes. À la fin de 1924, Goebbels a offert ses services à Karl Kaufmann, le chef de district ou Gauleiter du district Rhein-Ruhr, pour le Parti national-socialiste des travailleurs allemands ou Parti national-socialiste des travailleurs allemands communément appelé le Parti nazi. Kaufmann allait le présenter à Gregor Strasser, une figure puissante de l'aile gauche du parti nazi qui combinait le nationalisme allemand avec des idées économiques teintées de socialisme. Les convictions de Strasser en faveur d'un contrôle étatique renforcé, sa rhétorique anticapitaliste et son insistance sur la trahison du peuple par les élites résonnaient toutes chez Goebbels.
Sous l'influence de Strasser, il travailla sur des journaux régionaux et aida à organiser les bureaux du parti, ses premières contributions étant journalistiques et organisationnelles. Au milieu des années 1920, Goebbels développait également son propre sens de l'art oratoire et un talent pour l'expression dramatique. Il fonda le Nationalsozialistische Briefe, ou Lettres nationales socialistes, une série de brochures qui portaient de la vision radicale et révolutionnaire du parti, propre à son aile gauche. Il voyait de nombreuses propositions économiques du strasserisme comme des corrections essentielles face à ce qu'il considérait comme l'effondrement de l'Allemagne sous le libéralisme d'après-guerre. Mais il n'était pas encore pleinement engagé dans le parti. Certaines de ses entrées de journal de l'époque montrent une certaine tension. Admiration pour le radicalisme socio-économique de Strasser, mais rejet du populisme de masse flatteur de Hitler. Mais il y avait aussi la reconnaissance que Hitler possédait quelque chose que personne d'autre n'avait, du magnétisme, du leadership et un pouvoir visible. Le tournant est survenu en 1926 notamment autour de la conférence de Bamberg. Hitler a convoqué cette réunion pour résoudre les différends internes, notamment entre Strass et la direction du parti, sur le degré de radicalité que le Parti national-socialiste des travailleurs allemands devait adopter en matière de politique économique et sociale. Hitler s'est déplacé personnellement pour rencontrer Goebbels, Franz Pfeffer, von Solomon et Karl Kaufmann, offrant la réconciliation, une attention personnelle et des promesses d'influence. Goebbels lui-même fut profondément impressionné. Il écrivit dans son journal, je cite, « Adolf Hitler, je t'aime parce que tu es à la fois grand et simple. Ce qu'on appelle un génie. » Fin de citation. À l'automne 1926, Goebbels prit une décision décisive. Il rompit avec le programme ouvert de Strasser et s'aligna complètement sur Hitler. Hitler le récompensa en le nommant Gauleiter du district de Berlin-Brandebourg, lui donnant ainsi un poste clé dans l'appareil nazi. Dans ce nouveau rôle, Goebbels disposait à la fois du pouvoir administratif et des outils de propagande, journaux, organisations locales et rassemblements. Berlin lui avait offert une grande scène et il s'en délectait. Tout au long de ces premières années, le style politique de Goebbels s'est solidifié. Opportuniste, farouchement ambitieux, idéologiquement radical mais pragmatique. Il mêlait théâtralité et calcul impitoyable. Il a expérimenté avec des publications de propagande, des discours et des coups d'éclat publics. Pas encore en tant que ministre de la propagande, mais maîtrisant déjà l'art de faire appel à l'émotion, à la peur, à l'humiliation nationale et à l'espoir. Mais plus encore, il a compris la puissance d'un lien personnel avec un dirigeant, la valeur symbolique de la loyauté. Et comment la propagande commence, non pas sur le papier, mais dans l'allégeance, dans le spectacle et dans l'art de la persuasion. Lorsqu'Adolf Hitler a été nommé chancelier le 30 janvier 1933, Joseph Goebbels rôdait déjà dans les coulisses du pouvoir. Sa récompense viendrait le 13 mars 1933 lorsqu'il fut nommé ministre du Reich à l'éducation du peuple et à la propagande, le plaçant à la tête de presque tous les canaux de communication de masse en Allemagne. À partir de ce moment-là, la machine de propagande n'était plus seulement un outil d'agitation du parti, elle devint un véritable instrument d'État. Goebbels assuma ses fonctions avec de larges pouvoirs. En quelques semaines, il supervisa la création de la Chambre de la culture du Reich, qui regroupait tous les créateurs de biens culturels, écrivains, musiciens, acteurs, cinéastes et artistes plasticiens. Grâce à cette chambre, le régime pouvait exclure les juifs et d'autres personnes jugées politiquement peu fiables de la production culturelle et imposer les œuvres approuvées au centre de la vie allemande. La presse fut immédiatement attaquée. Les publications reçurent l'ordre sur qui elles pouvaient employer. Les rédacteurs en chef furent démis de leurs fonctions et les journaux qui ne suivaient pas la ligne furent soit fermés, soit absorbés. Par exemple, le 4 octobre 1933, la loi sur les rédacteurs, ou Schriftleitergesetz, définissait des critères stricts pour les rédacteurs en chef fondés sur des critères raciaux, idéologiques et éducatifs.
Et ainsi, elle a institutionnalisé le contrôle direct de l'État sur ce que le public pouvait lire. Goebbels comprenait aussi que le spectacle avait du pouvoir. Rassemblements de masse, défilés au flambeau, émissions de radio et cinéma. Chaque élément était orchestré pour un effet dramatique maximal. Au moment où Hitler est devenu chancelier, Goebbels a ordonné à la radio d'État de diffuser en direct les défilés au flambeau célébrant l'ascension de Hitler au pouvoir. Ces événements publics servaient de plusieurs fonctions: intimider les opposants, affirmer le soutien et créer le mythe autour de la figure du Führer. L'image de Hitler était centrale, le chef charismatique, unificateur et personnification de la renaissance de l'Allemagne. Comme le note un historien, Hitler avait en effet des raisons d'être reconnaissant envers son chef de la propagande qui fut le véritable créateur et organisateur du Führer, mythe de l'image du Messie rédempteur, alimentant l'élément théâtral chez le dirigeant nazi tout en provoquant l'abandon de soi des masses allemandes grâce à une mise en scène habile et à la manipulation. Fin de citation, la censure était partout. Le 10 mai 1933, Goebbels a présidé les autodafés rituels à Berlin où des œuvres non allemandes d'auteurs juifs. Les dissidents politiques, les pacifistes et les étrangers ont été détruits dans d'immenses brasiers. Les bibliothèques ont été purgées, des listes noires ont été établies et l'art dégénéré a été interdit. La politique ne visait pas simplement à réprimer la dissidence, mais à proposer une culture approuvée, imprégnée de nationalisme, de pureté raciale définie et de la glorification de l'État. L'emprise de Goebbels s'étendait à la radiodiffusion et au cinéma. La radio, encore relativement nouvelle, était utilisée pour atteindre les Allemands ordinaires chez eux. Ses objectifs concernant l'utilisation de la radio furent parfaitement clairs lorsqu'il adressa un message au directeur des stations de radio à Berlin. Citation : « La radio nous appartient et à personne d'autre. Nous ferons de la radio un outil pour notre cause et aucune autre valeur n'y sera présentée. » Fin de citation. Il supervisait aussi la production de films et d'actualités cinématographiques. Des films de propagande étaient diffusés dans les cinémas avant les longs métrages et des images visuelles des festivals nazis ainsi que la chorégraphie des marches de masse étaient largement répandues. Les œuvres théâtrales et musicales qui ne correspondaient pas aux nouvelles normes étaient soit interdites, soit adaptées pour convenir à leur idéologie. Au sein du ministère, Joseph Goebbels émettait des directives détaillées non seulement sur ce qui devait être publié, mais aussi sur la manière dont les choses devaient être rapportées ou omises. La presse recevait des instructions sur les sujets à traiter, ceux à ignorer et la manière de présenter chaque question. De l'immigration juive à la politique économique, en passant par les prétendues menaces posées par les communistes, les rédacteurs en chef sont devenus des fonctionnaires du funèbre du régime. Échouer n'était pas seulement un suicide professionnel, mais aussi une menace pour sa propre sécurité physique. Bien que beaucoup, au sein de la hiérarchie nazie, se disputaient l'influence, le ministère de Goebbels a placé la propagande au cœur de l'identité du régime. Chaque slogan, chaque rassemblement, chaque œuvre d'art approuvée servait à cultiver l'image de Hitler comme le sauveur qui unirait la Volksgemeinschaft ou la communauté du peuple autour de lui. La combinaison de la censure du spectacle et de la discipline du message a transformé la propagande, passant de la simple persuasion à une pratique presque rituelle. Les médias sont devenus une performance orchestrée et Goebbels en était le chef d'orchestre. Au milieu des années 1930, le régime sous Goebbels avait accompli quelque chose de plus que le simple contrôle des médias. Ils avaient tissé la vision du monde nazi si profondément dans la vie quotidienne que la dissidence ou des perspectives alternatives étaient redevenues presque impensables. Des foyers aux écoles, des chansons aux manuels scolaires, de l'atelier à la fin de semaine de loisirs. L'allemand moyen était entouré d'une réalité façonnée, filtrée et interprétée par les mains nazies. L'effet n'était pas simplement de la persuasion, c'était de faire de l'idéologie du régime l'air même que les gens respiraient. À la maison,
Le Volksempfänger, ou récepteur du peuple, faisait de la radio un élément central de cette saturation. Introduit pour être abordable pour les ouvriers, il garantissait que de nombreux foyers pouvaient recevoir les émissions, qui étaient directement contrôlées par le ministère de Goebbels. Ce n'était pas seulement des informations, c'était aussi de la musique, des discours, de la culture et des divertissements légers, le tout encadré par des valeurs approuvées par les nazis. En isolant la population des émissions étrangères, en censurant le contenu et en manipulant les horaires des programmes populaires, le régime s'assurait que ce qui parvenait aux oreilles de millions de personnes véhiculait un message simple et subconscient. Il n'y a pas d'alternative. Dans les espaces publics, des haut-parleurs installés au coin des rues, dans les usines et sur les places des villes diffusaient des discours, des informations et de la musique approuvée par le régime. Chaque grand rassemblement, défilé public ou fête était utilisé pour renforcer le sentiment d'appartenance à la Volksgemeinschaft. Les affiches sur les journaux muraux, tels que Volksbrot de la Partie nationale-socialiste des travailleurs allemands, étaient omniprésentes, avec des citations de dirigeants nazis, des images de figures aryennes héroïques et des symboles d'unité et de pureté raciale. Ce n'étaient pas des éléments optionnels. Ils faisaient partie de ce que les citoyens voyaient lorsqu'ils voyageaient, faisaient leurs courses, travaillaient ou socialisaient. Peut-être que les effets les plus profonds se faisaient en sentir dans l'éducation et les organisations de jeunesse. Le programme scolaire a été révisé pour mettre l'accent sur la théorie raciale nazie, l'histoire allemande réécrite pour glorifier la conquête et le sacrifice, la biologie pour enseigner l'hygiène raciale, la forme physique et la loyauté envers le Führer. Les manuels scolaires et les histoires pour enfants minimisaient la pensée critique et mettaient au jeu l'accent sur l'obéissance, l'infériorité raciale des Juifs et le destin glorieux des Allemands. Les jeunesses hitlériennes et la Ligue des jeunes filles allemandes n'étaient pas simplement un complément à l'école. Elles prolongeaient l'instruction idéologique au-delà de la salle de classe, dans des camps de week-end, des activités en uniforme et des camps de service du travail. Toutes inculquaient la discipline, le symbolisme mythique et le rituel collectif. Alfons Eck, qui a atteint un haut rang dans les jeunesses hitlériennes avant la fin de la guerre, décrit comment, je cite, « Nous, enfants de 5 et 6 ans, ne connaissions rien de la liberté de la République de Weimar. Plus que tout autre parti politique, le Parti national-socialiste des travailleurs allemands avait compris que ceux qui contrôlent les enfants possèdent l'avenir. Nous avalions notre dose quotidienne d'instruction nationaliste aussi naturellement que notre lait du matin. » Fin de citation. Les informations sur ce qui n'était pas permis devenaient aussi puissantes que celles sur ce qu'il était. Les livres d'auteurs juifs, pacifistes, socialistes et tout ce qui était considéré comme dégénéré étaient interdits, brûlés ou retirés des bibliothèques. Les enseignants prêtèrent des serments de loyauté. Les auteurs, artistes et musiciens qui ne se conformaient pas s'adaptaient ou étaient réduits au silence. La censure du régime et ses punitions pour la dissidence ont cultivé une atmosphère de peur. Prendre la parole ou chercher des points de vue alternatifs pouvait signifier la perte de son emploi, l'emprisonnement ou pire encore. Les gens ordinaires ont appris à s'autocensurer. Alors, quel effet tout cela a-t-il eu sur la façon dont les Allemands se voyaient eux-mêmes et voyaient le monde ? Avec le temps, beaucoup en sont venus à considérer la vision nazie non pas comme une idéologie parmi d'autres, mais plutôt comme la norme. Les concepts de pureté, de race, de tolérance, de devoir, de loyauté et du Führer se sont enracinés dans le vocabulaire moral de la vie quotidienne. À l'introduction des lois anti-juives, beaucoup ne les ont même pas remises en question. Lorsque la violence contre les Juifs s'est intensifiée, une grande partie de la population est restée passive. En partie parce que le terrain avait été préparé, les Juifs avaient été étiquetés comme des étrangers, déshumanisés. À plusieurs reprises, dans les films, les journaux et l'éducation, la propagande avait construit une légitimité pour la persécution avant même qu'elle ne commence à se produire. Des études empiriques post-guerre le confirment. Des recherches menées ces dernières décennies démontrent que ceux qui ont été éduqués sous le régime nazi
exposé aux organisations de jeunesse et à l'enseignement nazi, affichent des croyances antisémites plus fortes qui persistent jusqu'à un âge avancé, comparativement à ceux nés avant ou après cette cohorte. Les jeunes n'étaient pas simplement des bénéficiaires attentionnés, ils étaient façonnés, modelés, polis par des institutions qui prétendaient de prendre soin de l'esprit, du corps, des loisirs et de la loyauté de leur jeunesse. Et pourtant, la saturation ne signifiait pas toujours l'unanimité. Il y avait des Allemands qui résistaient, qui remettaient en question, qui cachaient des livres interdits ou écoutaient la radio étrangère. Mais même la résistance était façonnée par la propagande, les rumeurs, le secret et la peur. Pour la plupart, cependant, la machine de propagande a réussi à faire du récit nazi le prisme à travers lequel ils interprétèrent la politique, l'histoire de la communauté et l'identité. L'exploit de Goebbels n'était pas seulement de contrôler ce que les Allemands entendaient et voyaient, mais aussi de façonner ce que beaucoup d'Allemands considéraient comme réel. Et dans un tel environnement, la vision du monde du régime cessait d'être simplement de la propagande. Pour beaucoup, cela devenait les valeurs de la vie quotidienne. L'antisémitisme de Joseph Goebbels était à la fois profondément personnel et politiquement instrumental. Dès les premières années du parti nazi, il considérait les Juifs non seulement comme un groupe religieux ou ethnique, mais aussi comme une menace existentielle pour l'Allemagne et le Troisième Reich. Dans ses journaux intimes, il exprimait fréquemment une haine virulente, décrivant les Juifs comme des parasites ou des vermines qui sapèrent la culture et la moralité allemande. Et il affirmait que leur élimination était nécessaire pour assurer l'avenir de la nation. Dans un discours prononcé en juin 1943, il prononce une phrase simple qui rend son idéologie parfaitement claire. Citation. Tout comme un dorifort détruit les pommes de terre, le juif détruit les nations et les peuples. Il n'y a qu'une seule solution pour traiter radicalement ce danger. Fin de citation. Après avoir pris le contrôle du ministère de la propagande, Goebbels a exercé son influence pour ancrer ses idées dans toute la société allemande, jouant un rôle clé dans l'escalade de la persécution des Juifs. Les tristement célèbres autodafés de 1933 organisés en partie par son ministère ont symboliquement effacé la littérature juive et non allemande de la vie culturelle. Goebbels a prononcé des discours lors de ces événements, présentant ces purges comme une défense de la pureté et de la culture nationale. Il a écrit, je cite, « L'esprit du peuple allemand doit être protégé de la corruption étrangère ». Fin de citation, signalant l'entrelacement de l'idéologie et de la propagande. Les campagnes anti-juives ont pris de l'ampleur avec la Nuit de Cristal en novembre 1938, un pogrom que Goebbels a activement encouragé et présenté publiquement comme une réaction spontanée à l'assassinat d'un diplomate allemand. À Paris, la Nuit de Cristal, ainsi nommée à cause des éclats de verre qui jonchaient les rues. Elle était composée principalement des sections d'assaut et des SS nazis, ainsi que de certains membres des jeunesses hitlériennes et de civils allemands à travers toute l'Allemagne. Ils détruisaient et saccagèrent les magasins, les bâtiments et les synagogues appartenant à des juifs, tandis que les autorités allemandes observaient sans intervenir. En plus de cela, environ 30 000 hommes juifs furent arrêtés et incarcérés dans des camps de concentration, souvent sans autre crime que celui d'être simplement juif. Dans les discours et directives de Goebbels, il veillait à ce que les médias présentent la violence comme justifiée et nécessaire, intensifiant l'hostilité du public envers les juifs, tout en couvrant la destruction sanctionnée par l'État des biens et des vies. Sa haine était si profonde que dans ses journaux intimes, Goebbels exprimait une volonté implacable de résoudre la question juive, préconisant souvent des mesures allant au-delà des politiques de ses contemporains. Le 5 février 1942, il écrivit, je cite, « La question juive nous cause à nouveau des soucis. Cette fois, cependant, non pas parce que nous sommes allés trop loin, mais parce que nous ne sommes pas allés assez loin. » Dans de larges pans du peuple allemand,
L'idée progresse que la question juive ne peut être considérée comme résolue tant que tous les juifs n'ont pas quitté le Reich. Fin de citation. Cette entrée a été rédigée seulement quelques semaines après la conférence de Wannsee de janvier 1942. C'est là que les hauts responsables nazis ont officialisé les plans pour ce qu'ils appelaient la solution finale à la question juive. Goebbels n'était pas présent à Wannsee, mais son journal montre qu'il était au courant et qu'il approuvait la radicalisation de la politique anti-juive, de l'expulsion à l'extermination. Dans des entrées ultérieures, il a écrit avec approbation sur notre politique radicale et décisive contre les Juifs, la présentant comme une mission historique. Son ministère de la propagande a repris ce langage dans la presse et à la radio, utilisant des euphémismes tels que évacuation ou réinstallation pour masquer la réalité des meurtres de masse, tout en présentant les Juifs comme des saboteurs et des ennemis du Reich. Par ces moyens, Goebbels a contribué à préparer le public allemand à accepter les déportations et les meurtres qui ont suivi. Il a amplifié les menaces d'Hitler concernant l'anéantissement des Juifs, justifié des pogroms comme la Nuit de Cristal en les présentant comme des actes de défense et présenté la Shoah elle-même comme une mesure de guerre sombre mais nécessaire. Ce faisant, il n'était pas simplement un propagandiste reflétant la politique, mais un fervent partisan du génocide, offrant une couverture idéologique et rhétorique aux crimes les plus terribles du régime. La loyauté indéfectible de Joseph Goebbels envers Adolf Hitler fut une caractéristique déterminante de sa carrière. Dès leur première rencontre en 1925, Goebbels fut captivé par le charisme et la vision de Hitler, exprimant souvent une profonde admiration. Dans ses journaux intimes, il faisait souvent référence à Hitler comme à un génie, montrant ainsi sa profonde dévotion. En écrivant à propos d'un des discours de Hitler, il déclara, je cite, « Il est impossible de reproduire ce qu'Hitler a dit. Il faut le vivre. C'est un génie, l'instrument naturel et créatif d'un destin déterminé par Dieu. Je suis profondément ému. » Fin de citation. La position de Goebbels en tant que ministre du Reich à la propagande le mettait en contact direct avec Hitler, lui permettant de façonner la perception du public et de renforcer l'image du Führer. Son habileté à manipuler les médias, à orchestrer des discours et à contrôler la production culturelle lui a assuré une place de confiance dans le cercle rapproché. Mais cela nécessitait aussi de naviguer prudemment entre les rivalités. Parmi les autres hauts dignitaires nazis, Hermann Göring, le successeur désigné d'Hitler et chef de la Luftwaffe, s'opposait souvent à Goebbels. Leur rivalité découlait à la fois de tensions idéologiques et personnelles. Goebbels critiquait l'ostentation et l'égoïsme de Göring, tandis que Göring jalousait l'influence de Goebbels sur Hitler et considérait ses efforts de propagande comme manipulateurs et égocentriques. Heinrich Himmler, chef de la SS, entretenait une relation plus distante avec Goebbels. Bien que les deux hommes fussent dévoués à Hitler, le style secret, bureaucratique et les inclinations mystiques de Himmler contrastait souvent avec l'approche publique et théâtrale de Goebbels. Goebbels a consigné son scepticisme à l'égard de la vision du monde de Himmler dans ses journaux intimes, la considérant à la fois comme impraticable et excessive, et il critiquait souvent les croyances ésotériques de Himmler qu'il jugeait absurdes. Pourtant, les deux collaboraient parfois sur des campagnes qui combinaient la terreur à la propagande, démontrant ainsi le pragmatisme nécessaire pour opérer au sein de la cour de Hitler. Malgré ces rivalités, la position de Goebbels au sein du cercle restreint est restée assurée grâce à ses alliances stratégiques et à son rôle indispensable dans le maintien du récit nazi. Son influence s'étendait cependant au-delà de la politique, car il était aussi un homme de famille. En 1931, il a épousé Magda Quandt, une ancienne secrétaire qui partageait ses convictions idéologiques. Ensemble, ils ont eu 6 enfants, et leur vie de famille était souvent présentée comme un modèle des valeurs nazies. Cependant, la vie personnelle de Goebbels n'était pas sans scandale.
En 1939, il a commencé une liaison avec l'actrice tchèque Lida Barova, ce qui est devenu une source de tension au sein du cercle rapproché. Hitler lui-même est intervenu, obligeant Goebbels à mettre fin à la relation afin de préserver la discipline du parti, une décision qui a renforcé à quel point les actions personnelles étaient indissociables de la survie politique. Les relations de Goebbels n'étaient pas seulement définies par la rivalité et la discipline, mais aussi par l'alliance et la dépendance mutuelle. Des personnalités comme Rudolf Hess et Albert Speer respectaient dans sa capacité à gérer l'opinion publique et à maintenir la loyauté envers Hitler, tandis que sa relation avec le Führer lui permettait de jouer le rôle de médiateur dans les conflits entre d'autres dirigeants. Au sein de cet écosystème de pouvoir, l'influence était constamment négociée. L'habileté politique de Goebbels et sa compréhension des dynamiques de personnel lui ont permis de renforcer sa position et de protéger son rôle de principal propagandiste de Hitler, même lorsque des tensions couvaient autour de lui. Avec le début de la Seconde Guerre mondiale, Joseph Goebbels, en tant que ministre du Reich à la propagande, a reconnu la nécessité d'adapter ses stratégies pour maintenir le moral du public et le soutien au régime nazi. Les premiers succès des campagnes de Blitzkrieg furent suivis par des engagements prolongés, notamment la bataille de Stalingrad qui marqua un tournant majeur. En réponse, Goebbels a intensifié ses efforts de propagande en orientant le discours vers une guerre totale afin de galvaniser la population allemande. Au cœur de cette stratégie se trouvait le discours de la Totalkrieg, ou guerre totale, prononcé par Goebbels au Sportpalast de Berlin le 18 février 1943. Dans ce discours, il a proclamé « Voulez-vous la guerre totale ?» Une question rhétorique qui a suscité une réponse affirmative retentissante de la part du public soigneusement sélectionné. Goebbels a souligné la nécessité d'une mobilisation totale des ressources de la nation, exhortant les citoyens à contribuer à l'effort de guerre par un travail accru, l'économie des ressources et un soutien indéfectible à l'armée. Ce discours fut un moment clé de la propagande nazie visant à renforcer le front intérieur. Pendant une période de défis croissants, Goebbels a habilement utilisé divers médias pour diffuser le message de la guerre totale. La radio en particulier est devenue une présence omniprésente dans les foyers allemands, diffusant des discours, de la musique et des informations qui renforçaient l'idéologie nazie. Le régime a également exploité le cinéma comme outil de propagande. Des films comme Kolberg en 1945 réalisés par Veit Allen ont été produits pour présenter des récits historiques en accord avec les valeurs nazies, dépeignant la résistance allemande contre les envahisseurs étrangers comme un reflet des luttes contemporaines. En plus de promouvoir l'unité, la machine de propagande de Goebbels a intensifié les efforts pour diaboliser les ennemis présumés de l'État. La population juive, ainsi que les communistes et d'autres minorités, ont été désignés comme boucs émissaires, tenus pour responsables des difficultés de l'Allemagne. Cette diabolisation servait à justifier des politiques de discriminatoire et à renforcer un sentiment d'identité collective parmi la population considérée comme plus aryenne. Mais malgré la propagande fervente, l'efficacité de ces efforts était mitigée. Bien que la réaction initiale au discours de la Totalkrieg ait été enthousiaste, maintenir cet élan s'est avéré difficile. Les réalités de la guerre, y compris les pénuries et les pertes croissantes, ont commencé à éroder le moral du public. En réponse, Goebbels a cherché à renforcer son influence au sein de la direction nazie. En juillet 1944, il a été nommé plénipotentiaire du Reich pour la guerre totale, ce qui lui a conféré une plus grande autorité sur la guerre, l'économie et les efforts de mobilisation. À la fin de 1944 et au début de 1945, la propagande de Goebbels est devenue plus dure et plus urgente à mesure que la situation de l'Allemagne se détériorait. Après les défaites catastrophiques de Stalingrad à l'Est, le régime ne pouvait plus prétendre que la guerre serait rapidement gagnée.
Au lieu de cela, Goebbels s'efforçait de maintenir l'illusion de la résilience tout en admettant subtilement la crise. Il supervisait non seulement la mobilisation des ressources, mais aussi celle des personnes, y compris les enfants, les personnes âgées et les anciens combattants invalides, à travers le Volkssturm, la milice nationale formée en octobre 1944. La propagande entourant cette force de la garde nationale la présentait comme la preuve que chaque citoyen pouvait encore défendre le Reich. Les discours, les affiches et les gros titres des journaux mettaient l'accent sur le sacrifice, le courage et le devoir. Même alors que les lignes de front s'effondraient, les entrées du journal de Goebbels de janvier à avril 1945 reflètent un sentiment croissant de désespoir. Dans ses écrits, il observait avec une ironie douloureuse la réduction du territoire allemand, les bombardements nocturnes, la destruction des infrastructures civiles et l'affaiblissement de la Luftwaffe. Le 13 mars 1945, Goebbels a déploré que son propre bâtiment du ministère de la Propagande sur la Wilhelmstrasse ait été détruit lors d'un raid de mosquitos. Dans son journal, il a écrit sa tristesse face à la perte des pièces et des salles, reconstruites dans les moindres détails, notant cela comme un mauvais présage. Citation: « Je suis submergé par la tristesse. Cela fait exactement 12 ans aujourd'hui, le 13 mars, que je suis entré dans ce ministère en tant que ministre. C'est le pire présage imaginable pour les 12 prochaines années. » Fin de citation. De telles pertes personnelles ont été exploitées par la radio d'État et les journaux comme des symboles de la souffrance nationale plus large. Elles servaient à légitimer les appels au sacrifice et à intensifier les enjeux moraux de la résistance. Alors que Berlin subissait une attaque directe, Joseph Goebbels tenta de contrôler le récit, même si le chaos s'intensifiait. Le Völkischer Beobachter, le journal du parti, fut de plus en plus dominé par des slogans et des exhortations patriotiques telles que « Nous ne capitulerons pas »,« Combattez jusqu'au bout »,« Chaque Allemand doit tenir bon ». Les numéros rétrécissaient à cause des pénuries de papier. Et avec le temps, le contenu se réduisit à des dénonciations des Alliés, à des accusations de trahison interne et externe, et des assurances que, malgré les revers, le destin de l'Allemagne restait juste. Goebbels utilisait également des allocutions radiophoniques pour dénoncer simultanément les bombardements ennemis et promettre des retournements de situation miraculeux. De nouvelles armes arrivaient, ces armes 5 ou bien des contre-attaques de dernière minute. Le 5-28 février 1945, par exemple, l'une de ces dernières allocutions radiophoniques insistait sur une volonté de fer de persévérer, en mettant l'accent sur le déploiement de leurs toutes nouvelles armes 5 et en avertissant des sacrifices et des restrictions à venir. Mais les civils qui entendirent cela savaient seulement que les bombes tombaient, que l'hiver était glacial et que la nourriture manquait, même si la rhétorique les exhortait à garder la foi. Malgré l'intensification de ces mesures, des fissures dans le pouvoir de la propagande devenaient évidentes. Le moral des civils, longtemps entretenu, commença à s'effondrer sous la faim, le froid, la peur et la prise de conscience que la défaite était plus que probable. Le journal de Goebbels montre sa frustration envers les autres dirigeants nazis, notamment envers la performance de Göring à la tête de la Luftwaffe et envers l'incapacité ou le manque de volonté d'Hitler à prendre des décisions décisives. Citation: « Je supplie encore une fois le Führer d'agir enfin, car les choses ne peuvent pas continuer ainsi. Après tout, nous ne devrions pas envoyer notre peuple à sa perte simplement parce que nous n'avons pas la force de décision nécessaire pour éradiquer la cause de notre malheur. » Fin de citation. À mesure que la défaite de l'Allemagne se profilait, la propagande de Goebbels reposait de plus en plus sur le désespoir, mobilisant chaque citoyen par le biais du Volkssturm, utilisant les blessures personnelles pour dramatiser la souffrance collective, se rétrécissant mais insistant toujours sur l'unité, le sacrifice et la foi. La machine qui proclamait autrefois le triomphe tentait désormais de proclamer l'endurance pour maintenir l'espoir, même lorsque la structure sous-jacente s'effondrait.
Alors que l'armée soviétique se rapprochait du centre de Berlin dans les derniers jours d'avril 1945, Joseph Goebbels restait résolument dans le bunker du Führer, inébranlable dans sa loyauté envers Adolf Hitler. La ville au-dessus était en ruine, et l'air était chargé de fumée à cause des bombardements incessants. Malgré le désespoir de la situation de l'Allemagne, Goebbels continuait d'orchestrer la propagande depuis son bureau souterrain, essayant de maintenir l'illusion d'ordre et de courage parmi ceux qui restaient. Dans son dernier discours, le 21 avril 1945, il s'est adressé au peuple de Berlin. Citation, « Défenseurs de Berlin, les yeux de vos femmes, de vos mères et de vos enfants sont tournés vers vous. Ils vous ont confié leur vie, leur fortune, leur santé et leur avenir. Vous connaissez maintenant votre tâche et je sais que vous l'accomplirez de manière exemplaire. L'heure de vérité est arrivée. » Fin de citation. Magda Goebbels partageait la détermination sombre de son mari. Alors que les murs du bunker se refermaient sur eux, le couple prit une décision glaçante. Leur vie et celle de leurs 6 enfants prendraient fin ensemble. Les enfants, Helga, Hildegard, Helmut, Holdin, Hedwig et Idrun, âgés de 4 à 12 ans, furent d'abord endormis avec de la morphine par le dentiste SS Helmut Kunz, puis on leur administra du cyanure pour achever l'acte. Trodel Jung se souvient de la sombre conviction de Magda, racontant qu'elle voulait, je cite, « protéger ses enfants de vivre dans la honte sous la domination des vainqueurs ». Fin de citation. Rochus Mich, l'opérateur téléphonique du bunker, a plus tard décrit avoir vu les enfants jouer innocemment quelques instants avant leur mort, totalement inconscients du destin qui les attendait. Après la mort des enfants, Joseph et Magda Goebbels quittèrent le bunker et se rendirent dans le jardin de la chancellerie du Reich. C'est là qu'ils mirent fin à leur jour. Les récits diffèrent légèrement. Certains suggèrent qu'ils ont ingéré du cyanure, tandis que d'autres rapportent ainsi que Joseph a été abattu pour s'assurer de sa mort. Les corps furent retrouvés partiellement brûlés par les troupes soviétiques le 2 mai 1945 dans le jardin de la chancellerie, aux côtés des restes des enfants Goebbels, marquant une ponctuation sinistre aux dernières heures de la famille. L'atmosphère à l'intérieur du bunker durant ces derniers jours était tendue et surréaliste. La propagande qui avait autrefois rallié toute une nation semblait désormais creuse. Le ministre qui avait orchestré la communication du Troisième Reich n'était plus qu'un homme s'accrochant à ses illusions. Dans ses derniers journaux intimes, Goebbels déplorait l'effondrement qui l'entourait, reflétant un mélange de défi et de désespoir. Sa mort, ainsi que celle de Magda et de leurs enfants, a réduit au silence l'un des propagandistes les plus puissants de l'histoire et laissé un héritage troublant de loyauté. Le fanatisme et le coût humain de l'obsession idéologique. Le nom de Goebbels est devenu presque synonyme de propagande. Il ne s'agit pas simplement des vieilles méthodes du mensonge ou de la manipulation, mais de la manipulation systématique de la vérité, de la culture, du traumatisme et de l'identité. Son infamie durable ne repose pas seulement sur son association avec les crimes nazis, mais aussi sur la manière dont il a démontré avec habileté la puissance de la propagande. Pour remodeler ce que les gens croient, ce qu'ils craignent et la façon dont ils se perçoivent eux-mêmes, Goebbels a montré que la propagande pouvait être plus qu'une simple persuasion. Elle pouvait devenir la réalité. La recherche moderne considère Goebbels comme une étude de cas sur les mécanismes de la propagande. Des philosophes comme Jason Stanley, dans son ouvrage « Comment fonctionne la propagande », soutiennent que la propagande sape la démocratie en supprimant le véritable débat, en rendant certaines idées impensables et en favorisant l'indifférence morale. Le cadre d'analyse de Stanley nous aide à comprendre que ce que Goebbels a fait n'était pas une aberration propre au totalitarisme, mais quelque chose auquel de nombreuses sociétés sont vulnérables. La corrosion de la raison publique, l'exploitation de la peur et de l'identité, ainsi que la présentation de la désinformation ou d'images manipulatrices comme des vérités quotidiennes.
C'est quelque chose auquel nous pouvons tous nous identifier lorsque nous pensons aux fausses informations de notre époque. Le cinéma et la culture continuent d'explorer l'héritage de Goebbels. Le film récent Goebbels et le Führer dramatise son rôle dans la formation de l'opinion publique depuis la période précédant la nuit de cristal jusqu'à la fin dans le Führerbunker. Il cherche non seulement à dépeindre les événements historiques, mais aussi à révéler comment la démagogie et la désinformation ont été orchestrées, offrant un miroir aux spectateurs contemporains pour leur permettre de voir comment la propagande fonctionne encore dans l'environnement médiatique actuel. D'autres ouvrages comme Propagande et le cinéma allemand 1933-1945 de David Welch retracent comment même le divertissement qui pourrait sembler anodin était souvent imprégné de messages idéologiques, renforçant secrètement les valeurs de pureté raciale, d'obéissance et le Führerprinzip sous couvert d'héroïsme ou de tradition. Alors, quelles leçons pouvons-nous tirer de Goebbels qui comptent encore aujourd'hui ? Premièrement, la propagande n'est pas efficace uniquement par la force. Elle est souvent la plus dangereuse lorsqu'elle agit à travers la culture, les médias et l'éducation, lorsque le public est progressivement saturé au point que les alternatives semblent impossibles. Deuxièmement, que la puissance esthétique du théâtre, des cérémonies, de la musique, du cinéma et de la radio, tous les outils qu'utilisait Goebbels, peut masquer l'atrocité, transformant l'aveuglement moral en normalité. Et troisièmement, que les sociétés doivent cultiver la pensée critique, préserver des médias libres et résister à la tentation des récits simplistes. Parce qu'une fois que la propagande s'installe, la défaire devient douloureusement coûteux. Mais souvent, identifier la propagande tout court peut être la tâche la plus difficile. Comme l'a résumé Goebbels lui-même, je cite, « C'est le secret de la propagande ». Celui qui est la cible de la propagande doit être complètement immergé dans les idées de la propagande sans jamais se rendre compte qu'il est immergé. Fin de citation. Plusieurs décennies se sont écoulées depuis la mort de Goebbels et la fin de la Seconde Guerre mondiale. Mais à bien des égards, ces idées perdurent dans la manière dont les médias peuvent manipuler la mémoire, dans la façon dont les dirigeants cherchent encore à contrôler le récit. Son héritage nous avertit que le contrôle des images, des mots et des symboles n'est pas une opération secondaire de la politique. C'est souvent son cœur battant.